Donc merci pour cet exposé très, très riche, très intéressant. Est-ce qu'il y aurait des questions posées à Monsieur Monterrand, qui peut profiter de sa présence pour peut-être demander des précisions sur le mode de fonctionnement des CIP au niveau local? Alors attendez, je vais vous passer mon micro. Simplement aussi au niveau du formalisme, si on veut dans le département solliciter la création d'un CIP, on peut faire appel à vos conseils. Comment ça se passe éventuellement? Alors, nous avons sous forme de clé USB, si vous êtes intéressé, je vous enverrai ça, les statuts types, avec les statuts du CIP national, les projets de statut d'un CIP territorial, une charte d'éthique. Nous avons également rédigé une charte d'éthique. Le CIP territorial est composé à minima, en tant que membre de droit, du CIP national, des avocats, des experts comptables et des juges consulaires de France. Et autour de ça, on peut faire adhérer d'autres personnes, les chambres de commerce, mais ce n'est pas obligatoire, les chambres de métier, etc. Hein, ce qu'on souhaite, c'est quand même qu'il y ait à peu près tout le monde, parce que ça fait des caisses de résonance. Mais pour l'organisation matérielle, on a des supports par clé USB qu'on peut vous donner. Et la charte d'éthique, elle est très simple. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de droit de suite. C'est que, je vais prendre l'avocat, que l'avocat ne vienne pas au CIP pour essayer de se faire des clients. Voilà, c'est très simple. C'est juste ça, avec des particularités. On peut toujours aménager. Par exemple, en Guyane, il y a un vrai problème. Il y a 3 avocats qui connaissent les procédures collectives. Il n'y en a pas 4. Et le prochain, c'est en Martinique, à 2 heures d'avion. Donc, à ce moment-là, on a négocié avec le bâtonnier en lui disant, bon, bah, à ce moment-là, s'il y a un droit de suite, vous voyez avec votre bâtonnier, et c'est lui qui regarde la déontologie. Et dans le centre, le CIP qu'on pourrait éventuellement créer, on peut intégrer des associations déjà qui s'occupent d'entreprises en difficulté, de manière générale? C'est totalement libre. En fait, toutes les personnes qui s'intéressent aux entreprises en difficulté et qui sont prêtes à apporter leur pierre à cette action sont les bienvenues. Très bien. D'autres questions? Oui, on va vous passer un micro. Et alors, est-ce qu'on peut remettre sur l'écran, s'il vous plaît, la carte de France? C'est à la demande de plusieurs personnes, des CIP présents pour qu'on identifie, si c'est possible, hein, au niveau de la régie technique, pour qu'on identifie un peu, qu'on puisse géolocaliser en quelque sorte la cartographie des CIP implantés et identifier les zones où il n'y en a pas. Je crois que voilà. En fait, vous pouvez regarder sur CIP national sur Internet. Normalement, vous avez une carte qui malheureusement... Quelle est l'adresse du site exactement? CIP national, vous tapez sur Internet. National, et sinon, le siège social est au siège social du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables qui nous accueille. Monsieur, allez-y. Oui, Léo Attine du Centre de gestion agréé de Martinique. En fait... Vous n'êtes pas sur la carte. Non, mais il faudrait. J'ai interpellé au congrès de Marseille des experts comptables et représentants experts comptables de Martinique, et je leur ai demandé de se bouger. C'est écrit, c'est vrai, CIP de Guadeloupe, CIP de Guyane et de Martinique, autant pour moi, vous avez raison. Non, mais ils ne sont pas créés. Ils sont en gestation. Non, ils sont en gestation. Mais ils ne sont pas créés. J'ai fait une conférence en Martinique sur ce sujet avec Alain Miroit. Et nous n'avons toujours pas réussi à faire signer tout le monde. Je crois que les avocats sont assez en cause dans ces 2 départements. C'est vrai qu'à la Chambre de commerce et d'industrie, il y a un centre de prévention et de traitement des difficultés. Qui ne marche pas. Alors, cela fonctionne. Je voudrais poser une question. Vous avez parlé donc de l'activité du CIP. Vous mettez en œuvre des moyens humains, vous avez parlé de bénévolat, il y a beaucoup de support, beaucoup de temps passé au conseil. Il y a aussi l'engagement de moyens sur le plan de la logistique. Alors, financièrement, concrètement, je n'ai pas très bien compris comment cela pouvait fonctionner. Il n'y a que du bénévolat, mais il y a quand même une source de financement, subvention ou autre. J'aimerais en savoir un peu plus. Et puis, deuxième point, il y a plusieurs années de cela, des décennies même, ont été créés les groupements de prévention agréés et qui fonctionnent sous forme d'association. Alors je voudrais savoir ce que deviennent ces groupements et voilà, en fait, c'est le but de mon... C'est une bonne question. Merci. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent, je ne sais même pas s'ils existent.
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on les rencontre jamais. Donc, ils sont dans le texte de loi, c'est vrai, mais je n'ai jamais eu contact avec eux. Je sais qu'il y en a dans la région du Mans, j'ai à peu près Laval, etc. Mais en dehors de ça, je n'en ai pas rencontré. Alors, nos moyens financiers, au niveau du CIP national, nous faisons payer une cotisation assez importante à nos membres, qui est différente suivant leur état de santé financier. Voilà, donc je fais payer les experts comptables, les avocats, les commissaires aux comptes, un peu moins les chambres de commerce qui sont les plus riches mais qui sont difficiles à faire sortir. Je ne désespère pas de les mettre à égalité avec les autres, mais en fait, ce qui nous importe, c'est que les organismes soient avec nous. Je n'ai toujours pas réussi à faire entrer les représentants de l'UNAPL, par exemple, des professions libérales. J'espère y arriver un jour. Je me suis aperçu il n'y a pas très longtemps que c'était un problème de montant de cotisation. Et je ne veux pas que le montant de la cotisation soit un obstacle à ce que nous puissions bénéficier de l'expérience des représentants des professions libérales. En ce qui concerne, donc nous avons un budget qui est assez important, enfin assez important, ça doit être 100 000 € par an, mais c'est quelque chose de significatif qui nous permet de développer des outils, de faire des conférences et de faire un petit peu de publicité et puis d'aller embêter les ministres pour qu'ils parlent du CIP quand ils font des discours sur la prévention des entreprises en difficulté. Et au niveau territorial, chaque association territoriale gère comme elle l'entend les cotisations. Alors, en ce qui concerne nos intérêts, nous sommes membres de droit et dispensés de cotisations, mais il y a des régions dans lesquelles la Chambre de commerce paye la totalité des frais et il n'y a pas de cotisation. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Il y a d'autres régions où chacun paye des cotisations, mais par exemple le CIP de Clermont-Ferrand a réussi à obtenir des subventions non négligeables, de l'ordre de 3 000 à 4 000 € de l'URSSAF et du Trésor. À Avignon, ils font régulièrement des demandes de subventions auprès du conseil régional et qui paye régulièrement lui aussi 3 000 ou 4 000 €, ce qui permet d'assurer le pot qui suit les réunions, une éventuelle incursion dans un journal, etc. etc. En réalité, ce qu'on voit, c'est que chacun apporte sa pierre en argent ou en nature dans les CIP. Assez souvent, les réceptions sont plutôt à la chambre de commerce ou à la chambre de métier ou dans un centre de gestion. À Avignon, c'est assez souvent d'ailleurs dans un centre de gestion. Ce qu'on peut retenir, c'est la souplesse de l'organisation et une certaine autonomie dans le fonctionnement, avec une liberté d'action selon les spécificités locales, les modes d'organisation et les structures déjà en place. Vous vouliez ajouter un mot? Allez-y. Non, c'est bon. J'ai une question à vous poser. Il a été question beaucoup hier ici, en présence de différentes personnalités, de l'EIRL. Alors l'avocat que vous êtes et le spécialiste de la prévention que vous êtes, vous en pensez quoi de ce nouveau statut? Est-ce que c'est pour vous une... C'est une question dangereuse. Absolument, c'est pour ça que je la pose. Quand j'ai essayé de faire adhérer les chambres de métier, j'ai pris rendez-vous avec M. Griset, qui est le président de la PCM. De la PCM. Et lorsqu'il m'a reçu, il avait, c'est leur bébé, le URL, il avait devant moi bien mis en évidence un article que j'ai écrit qui s'appelle « Le URL ou le miroir aux alouettes ». Et pour vous la faire... J'avais dû participer au débat hier. Très courte. Le URL est un outil assez formidable. Je l'adopterai si c'était possible. J'exerce à travers une société civile professionnelle et comme je n'exerce pas directement mais via une société civile professionnelle, je n'ai pas le droit à ce statut. Mais si j'y avais droit, et j'incite le CNB, on envahit la chancellerie via Warsmann, via des lettres directes, via les syndicats, via nos organisations professionnelles, de demandes que j'écris en disant au niveau de la loi, changeons un tout petit mot en disant que plutôt que ce soit une exploitation directe, qu'elle soit directe ou indirecte à travers une société civile dont la responsabilité n'est pas limitée, telle une SCP ou une société civile, eh bien, à ce moment-là, on pourra avoir droit à l'EIRL. C'est donc que je pense que l'EIRL est un outil formidable. Par exemple, les médecins ou les chirurgiens qui n'arrivent plus à trouver de quoi s'assurer, s'ils adoptent l'EIRL, c'est un outil formidable pour eux, puisque la responsabilité civile professionnelle se heurte
à l'EIRL. C'est donc une véritable protection, alors qu'elle ne se heurte pas. Enfin, si, la déclaration d'insaisissabilité, ça fonctionne, mais ça ne concerne que les biens immobiliers. Alors que l'EIRL, vous êtes véritablement tranquille. Le problème, c'est un problème qui est tout simple à comprendre. L'EIRL est un bon outil pour des gens organisés et rigoureux. Or, précisément, il s'adresse à des gens qui ne sont ni organisés, ni rigoureux. Il faut des carnets de chèques séparés, vie privée, des comptes séparés, vie professionnelle. Il faut un véritable tracé des opérations que l'on peut faire. S'il y a des modifications chaque année du patrimoine affecté, il faut également faire les démarches en ce sens. Donc ça va très bien pour quelqu'un qui est organisé. Adoptez-le, vous, parce que c'est un bon système, mais à vos clients, avant de le conseiller, faites une lettre en disant « je vous ai informé qu'il fallait être particulièrement rigoureux », etc., 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 et faites-la signer. Parce que vous avez une responsabilité si d'aventure vous conseillez le IRL à quelqu'un qui va croire qu'il est protégé si jamais il y a un dépôt de bilan, parce que c'est ça, hein, le IRL, hein, c'est en cas de dépôt de bilan pour pouvoir être protégé, et qui va s'apercevoir qu'il a en face de lui un mandataire de justice, qui verra que dans l'EIRL, le patrimoine affecté, il n'y a rien à prendre, et dont la seule préoccupation sera de faire tomber la barrière de l'EIRL. En cherchant les failles dans, par exemple, l'actualisation du montant du patrimoine affecté, etc. Et il les trouvera. Oui, voilà. Donc c'est ce formalisme qui, pour vous, est le point faible. Et ça s'adresse, on s'est trompé, ça s'adresse, il faudrait faire un régime de protection légale de l'entrepreneur, de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficultés, mais un régime optionnel avec de telles obligations de suivi et de telles obligations comptables, on s'est trompé de cible. Ou alors il faut le rendre obligatoire pour tout le monde, le banaliser, en faire le régime de plein droit, on est d'accord. Et qui succéderait donc à l'EI classique. À l'EIRL classique. Par contre, la déclaration d'insaisissabilité est actuellement un bon système. Est-ce qu'elle est... Alors là, j'aimerais aussi profiter de votre expertise. On a un avocat face à nous, spécialiste de la question. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, parce qu'il y a eu un flottement hier et beaucoup de demandes de précision, à ma connaissance, la déclaration d'insaisissabilité, c'est toujours un exercice que de le prononcer ce mot, version Dutreil est totalement opposable aux créanciers professionnels dès lors qu'elle a été souscrite dans le respect des formes. Aux créanciers professionnels, elle est faite pour ça. Or, on nous a dit hier qu'elle n'était pas opposable. Alors, en cas de dépôt de bilan. C'est une loi de 2003 qu'on a accueillie avec satisfaction. J'avais aussi écrit pour les avocats, protégez-vous, en disant adoptez ce système qui est un bon système, enfin, pour les avocats exerçant à titre individuel. Mais quand on regarde ce qui s'est passé, il a fallu 8 ans pour avoir un minimum de certitude que ce système était opposable en cas d'ouverture de procédure collective. Il a fallu donc attendre un arrêt du 28 juin de cette année pour que la Cour de cassation prenne position contre un mandataire de justice qui disait mais il y a des dettes qui sont à cheval, qui sont antérieures, qui sont postérieures, il y a des créanciers antérieurs, eh bien au nom de ces créanciers antérieurs, je vais faire vendre aux enchères publiques, et 2 cours d'appel avaient dit oui, vous pouvez le faire, vendre aux enchères publiques le bien qui avait été déclaré insaisissable. Et il a fallu un arrêt de la Cour de cassation qui rappelle à l'ordre ces cours d'appel et qui finalement est fondé sur l'idée qu'on n'aurait jamais fait une loi pareille si on savait qu'elle allait être mise en bouillie par le premier juge venu. Où on légifère, mais il y a un but dans la loi, et c'est l'argumentation de la Cour de cassation. Le législateur a bien entendu essayé de sauvegarder le patrimoine immobilier de ceux qui auraient fait une déclaration d'insaisissabilité. Donc elle est opposable. Donc elle est opposable. Parfait. Je crois que c'était utile d'apporter cette clarification parce que il y a eu des interrogations hier suite à une information qui avait été donnée, qui donc était inexacte et qui vient d'être corrigée. Vous voyez là-dessus qu'il nous a fallu 8 ans pour avoir la réponse. Et l'EIRL, c'est maintenant. Alors, est-ce qu'il va falloir encore attendre 8 ans pour savoir si l'EIRL est un bon outil pour le chef d'entreprise ou les petites entreprises Il faut être modeste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pardon? D'autres questions, non? Alors, on arrive au terme de cette conférence. Merci encore. On peut applaudir M. Monterrand. Merci.